Bonjour, bonjour à tous. Désolée du petit temps de retard, j'ai eu un petit problème d'ordinateur. Merci à tous d'être présents pour cette petite réunion explicative, discussion d'experts en fait sur la mesure du carbone dans les sols. Euh, je pense que on se connaît tous déjà à peu près. Enfin, tout le monde, je pense que tout le monde me remet plus ou moins. Donc je vais juste recontextualiser un petit peu. On va attendre, il y a Xavier Salducci qui va nous rejoindre aussi, donc de Célesta Lab. On est aussi donc, avec Eric Sécha donc de l'INRAE. Je vous laisserai vous présenter un petit temps tout à l'heure pour vous présenter plus en détail. Du coup, pour recontextualiser un petit peu cette réunion, donc en fait, le projet Via for Soil, je ne vais pas le réexpliquer. Tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. En revanche, dans ce projet-là, donc il y a un appel à candidature à destination de structures qui ont des technologies MRV. Donc, il y a peut-être un abus de langage quand on dit technologie MRV à proposer. On parle peut-être plutôt d'outils de mesure du carbone dans les sols. Et en fait, l'idée, c'est donc de proposer à des structures qui ont un outil en cours de développement de le tester et de le valider chez certains de nos agriculteurs qui travaillent avec nous sur le projet. Donc cet appel à candidature, il se termine le 7 février, donc c'est samedi. Et en fait, l'idée, donc, c'est que il y a toute une, enfin, en fait, des structures venant de n'importe où de l'Union européenne peuvent prétendre et peuvent postuler en fait à l'appel à candidature et choisissent en fait le site de démonstration chez qui ils voudraient tester leur technologie de mesure du carbone en fonction de telles conditions pédoclimatiques ou en fonction de telles pratiques agricoles par exemple. Voilà. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, on parle beaucoup donc de technologie MRV. Donc, dans l'appel à candidature, on parle de technologie MRV un peu à tort parce que une technologie MRV, c'est un peu plus complexe que juste un outil de mesure du carbone. Et là, en fait, dans le projet, l'idée, c'est de tester des outils de mesure du carbone. Et donc de les comparer avec les analyses, nous, qu'on fait à côté, les analyses de sol qui sont faites chez les agriculteurs. Et donc de tester en fait les résultats des outils de mesure avec les résultats de ce que proposent les outils de mesure et les résultats des analyses physico-chimiques de sol. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel se pose cette réunion. L'idée, c'était un peu du coup, défricher un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de mesure du carbone dans les sols. Qu'est-ce qu'une technologie MRV? Pourquoi on parle autant de ça? Euh, et voilà. Du coup, en fait, donc il manque Xavier qui, j'espère, va nous rejoindre bientôt. Eric, du coup, si tu veux te présenter, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc je m'appelle Alex Séchia, je suis directeur de recherche INRAE au Centre d'études spatiales de la biosphère à Toulouse. Et donc je travaille ouais, beaucoup sur les sujets de MRV, du carbone du sol, sur les grandes cultures depuis quelques années. J'ai participé au comité d'experts pour le label bas carbone pour définir la méthodologie. Je suis dans le comité d'experts au niveau européen pour le CRCF, c'est la méthodologie pour le certificat de crédit carbone en agriculture. Et je développe des méthodes de monitoring, reporting, vérification du carbone du sol, combinant de la modélisation, de l'imagerie satellite et des mesures de terrain. Et, euh, et à l'heure actuelle, je coordonne, voilà, dans le cadre de deux projets européens, des méthodes justement de MRV, s'appuyant notamment sur la modélisation, euh, bah, dans l'optique voilà, euh, d'obtenir des méthodologies plus fiables, moins coûteuses à mettre en œuvre, et plus objectives, euh,
puisse servir à la fois dans le cadre du cadre de certification européen, au niveau de l'évolution de la méthodologie label bas carbone en France, et plus largement dans un contexte international de MRV où on essaie d'aligner nos méthodologies entre l'Australie, les États-Unis, le Brésil, le Canada et bon, les différents pays européens aussi. Donc c'est vraiment voilà, initiative internationale et j'essaie voilà, d'apporter des solutions et une expertise pour harmoniser un petit peu ces différentes approches entre pays et entre contextes de monitoring. Je terminerai là-dessus parce que ces outils-là, en fait, au départ, j'essaie de développer moi plutôt dans une optique inventaires nationaux, puis politique agricole commune, puis est arrivé le marché volontaire du carbone. Et l'objectif, c'est que ces solutions, ces approches de monitoring du carbone du sol puissent être applicables de manière cohérente entre ces différents contextes de MRV. Voilà. Ok, merci Eric. Donc Xavier va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait un problème de lien. Bon, j'avais prévu de commencer par l'approche un peu mesure du carbone dans les sols de labo, mais du coup, on va peut-être faire dans l'autre sens, c'est pas grave, et commencer par du coup les MRV, donc les outils de mesure du carbone. Qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle en différenciant en fait les analyses de labo, qu'est-ce qui existe comme technologie qui permettent de mesurer directement le carbone dans les sols aujourd'hui? C'est à moi que tu poses la question? Oui, Je c'est à peux hein, toi. répondre. Ok. Après, je l'ai pas dit en début de réunion, mais si vous souhaitez prendre le micro et parler, poser des questions directement, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est que ce soit une discussion ouverte et que chaque participant puisse intervenir et poser les questions qu'ils veulent sans aucun problème. Je vais vous partager mon écran pour illustrer un peu certaines choses. Après, c'est juste à titre voilà, illustratif. Je vais pas vous faire une présentation, il y a 80 diapos, c'est juste pour pouvoir piocher des. Euh, et, euh, Premièrement, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le monitoring du carbone, ça peut se faire effectivement avec ce qu'on appelle enfin, avec des prélèvements de sol, hein, sur la base des prélèvements de sol, avec de la mesure, remesure pour voir s'il y a des variations de stock au cours du temps. C'est une des approches, c'est celle qui est peut-être la plus connue. Mais le monitoring du carbone, mais voilà, ça a des avantages et des inconvénients. Je vais peut-être dire un mot là-dessus après. Euh, il y a une autre approche qui est l'approche bilan carbone, où en gros, on cherche à quantifier tout ce qui rentre et tout ce qui sort, un peu comme quand on fait de la comptabilité hein, sur un compte en banque, on essaie de rentrer, de calculer toutes les entrées, toutes les sorties. Et donc ça, cette approche bilan carbone, elle peut se faire sur le terrain. Ça nécessite des dispositifs très coûteux qu'on appelle des tours à flux qu'on combine avec des données agriculteurs. Ou ça peut être simulé avec tout un tas de différentes approches de modélisation. Et, euh, et, euh, et, et si on parle de mesures, remesures, donc on a fait tout un travail dans le cadre du projet Orcasa avec 18 co-auteurs, tout un tas de domaines d'expertise, etc., pour analyser, comparer justement les avantages et inconvénients des différentes approches de monitoring carbone. Pour ce qui est de la mesure du carbone du sol, l'avantage, c'est que c'est une mesure directe. On va directement quantifier la variable qu'on cherche à mesurer, mais il peut y avoir voilà, des inconvénients, des incertitudes, notamment des incertitudes liées à la façon dont on prélève les échantillons. Là, c'est un exemple de carottage sur un sol où il y avait un horizon très humide qui fait que la carotte se délite. Donc, ça peut créer 5 à 25% d'incertitude sur la mesure. Il y a des incertitudes au niveau des analyses labo, 2 à 10%, qui peuvent augmenter à 250% si on revient pas, si on fait pas la même mesure exactement avec le même labo, la même méthode. Il faut faire très très attention à ça. Il y a des problèmes de variabilité spatiale de cette mesure-là, ce qui fait que ça peut mener à des incertitudes sur la mesure des variations de stock de 16 à 57%,
alors que ce qu'on cherche à quantifier, c'est typiquement sur 5 ans des variations de stock de 0,5 à 2%. Donc, si on veut diminuer ces incertitudes, il y a tout un tas de solutions, évidemment, mais c'est souvent voilà, très, très coûteux. Donc, on a, et puis juste pour vous donner, voilà, finir avec ça, rien que si on voulait mesurer toutes les parcelles en France, avec 3 échantillons de mesure et 3 échantillons de remesure, donc 6 échantillons en tout, sur 5 ans, ça coûtera à peu près 2,7 milliards d'euros. Donc, il y a des techniques à l'heure actuelle qui sont développées basées sur notamment ce qu'on appelle la proxydétection ou de la spectrométrie. On prélève des carottes, on utilise un spectromètre. On peut estimer la densité aussi de ces carottes-là avec ce qu'on appelle du gamma-ray. Mais bon, voilà, c'est un peu de l'ordre de la recherche encore. Et, euh, et donc, d'autres approches qui sont à l'heure actuelle plutôt développées sont basées sur. Alors, il y a des approches conceptuelles de MRV dans ces études-là qui combinent à la fois de l'observation satellite, de la modélisation, des bases de données, euh, des données agriculteurs, etc. Et puis, il y a des prototypes qui sont en cours de développement d'outils de monitoring, reporting, vérification, euh, avec des complexités différentes. Hein. Là, ceux-là, ils impliquent de la modélisation et de l'imagerie satellite pour être plus précis sur l'estimation des biomasses qui rentrent dans le sol et qui impactent les variations de carbone du sol. Mais il y a d'autres approches beaucoup plus simples qui sont basées uniquement sur la modélisation avec des modèles sol. Je terminerai là-dessus. C'est un exemple, ça c'est un cadre méthodologique pour le MRV harmonisé qu'on a publié dans le cadre de l'étude Orcasa et qui va être publié dans Carbon Management. Mais si on se concentre que sur la boîte et là du milieu correspondant aux approches de modélisation, il y a des approches sans ou avec télédétection qui peuvent s'appuyer uniquement sur l'utilisation d'un modèle sol ou sur des modèles écosystèmes fortement couplés ou peu couplés entre la végétation et le sol. Euh, et euh, à l'heure actuelle, en France, dans le cadre du label bas carbone, on a une approche qu'on appelle sol centré avec juste un modèle sol. Et dans ce cas-là, ça nécessite de trouver des solutions pour alimenter le modèle sol en données sur, par exemple, la biomasse qui est restituée au sol via les cultures ou les couverts. Et c'est ça qui souvent génère beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça que nous, on développe plutôt des approches qui combinent un modèle végétation piloté par satellite et un modèle sol. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un rapide panorama des méthodologies qui sont à l'heure actuelle utilisées pour faire du MRV. Et sachant que donc, les approches de modélisation, en fonction des approches, elles ont de la télédétection, elles, ont, elles sont plus ou moins elles présentent encore une fois des avantages, des inconvénients. Euh, Si elles sont basées sur des modèles sols, elles sont très simples à mettre en œuvre parce que c'est des approches de modélisation très simples. Les approches écosystèmes avec des modèles plus complexes agronomiques comme STIX, ça nécessite beaucoup plus de données en fait concernant les pratiques, donc c'est beaucoup plus coûteux à mettre en œuvre, plus complexe et souvent ça présente beaucoup d'incertitudes aussi parce qu'il y a beaucoup de processus à modéliser et beaucoup d'informations à collecter auprès des agriculteurs qui présentent chacune leur incertitude. Donc les approches qui combinent observation satellite et modèles de végétation pilotés par satellite et modèles sol, c'est celles qui présentent les meilleurs potentiels en termes de rapport coût-précision, mais elles sont encore en cours de développement, bien que quelques entreprises en France commencent déjà à commercialiser des solutions de monitoring du carbone basées sur ces technologies-là, comme MyZifarm, NetCarbone, CarMap, etc. Voilà. Bon, après, voilà, ça c'est juste pour vous donner le ensemble. Là, on peut chacun de ces points-là de manière plus approfondie si vous voulez. Et du coup, il y a plusieurs modèles qui existent pour modéliser le carbone dans les sols, si je ne me trompe pas.
ces modèles-là, ils s'intègrent dans des systèmes MRV différents. Est-ce qu'un système MRV pourrait utiliser n'importe quel type de modèle de modélisation de carbone? Alors, euh, pour pouvoir utiliser un modèle dans un contexte de MRV, il faut qu'il soit validé pour le contexte d'application. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il soit capable, qu'il soit adapté au type de sol, qu'il ait Mm. été validé pour les types de sol, pour les conditions climatiques et les types de pratiques qui sont considérés sur le territoire où on veut faire le monitoring. Donc, après, on peut utiliser un ou plusieurs modèles sol, même ensemble d'ailleurs, ce qu'on appelle des modélisations d'ensemble, pour faire du MRV. C'est souvent recommandé d'ailleurs de procéder ainsi. Mais la question, voilà, c'est d'arriver à identifier quel est le modèle sol qui est adapté au contexte du projet de carbon farming. Euh, Souvent, il y en a plusieurs dans les milieux tempérés Mm. dans lesquels on est. Voilà, il y a plusieurs modèles qui sont disponibles pour pouvoir faire du MRV. Les plus classiques, c'est en France, ça va être AMG, ROTC, Century, voilà, qui sont des modèles assez classiques et relativement simples pour les deux premiers. AMG, ROTC, assez simple à mettre en œuvre. Ouais, AMG, c'est celui qui est utilisé en grande culture pour le label bas carbone, c'est ça? Alors, oui, tout à fait. Alors, la méthodologie de label bas carbone ne préconise pas un modèle en particulier, hein. Elle dit il faut que Mm. votre modèle soit capable de faire ceci, cela, donc soit capable de modéliser l'évolution du carbone du sol sur 0 à 30 cm. Elle liste comme ça un certain nombre de caractéristiques. Il y a plusieurs modèles hein, qui peuvent correspondre à ces caractéristiques. Le fait est qu'en France, oui, très souvent, c'est le AMG qui est utilisé parce que bah, il présente beaucoup d'avantages. Euh, il est relativement simple à mettre en œuvre. Il a été validé dans pas mal de contextes. Il présente des performances qui sont assez bonnes, parmi les meilleures. Et puis, bon, après, il y a des choses beaucoup plus techniques. Par exemple, pour pouvoir démarrer une simulation, souvent, on est obligé de faire ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire qu'on fait des simulations pendant 100 ans pour initialiser les stocks et les poules de carbone au début du projet de monitoring. C'est complexe à faire. Souvent, il n'y a que les scientifiques qui savent faire ça voilà, convenablement. Et ça nécessite pas mal de données, etc. Et l'avantage d'AMG, c'est que on peut s'appuyer en fait sur des analyses de sol pour ne pas avoir à faire ce travail-là. Mm. Et donc, ça permet de gagner en précision et en opérationnalité par rapport à beaucoup d'autres modèles. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est généralement fait, hein, ces analyses-là, et ça peut être fait et ça permet d'avoir des quantifications beaucoup plus précises. À l'heure actuelle, c'est pas euh, demandé dans le cadre du label bas carbone que ces analyses soient faites, mais c'est fortement, enfin, moi, je recommande fortement. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui fait du coup Enfin, parce en fait, enfin, de ce que j'entends autour de moi, j'entends qu'il est très critiqué ce modèle aussi. Qu'est-ce qui fait en fait que un modèle il est fiable? C'est qu'en fait il s'adapte vraiment à des contextes spécifiques. Est-ce que c'est une des En fait, caractéristiques de fiabilité? en fait, oui, AMG peut être critiqué parce que c'est vrai pour tous les modèles à l'heure actuelle, il n'est pas suffisamment validé pour une gamme de pratiques larges et dans tous les contextes pédoclimatiques. Mais de loin, c'est celui qui est le mieux évalué en France et qui présente les meilleures performances. Euh, je sais que pour la version 2 du label bas carbone, euh, euh, il y a eu des critiques qui ont été formulées. AMG était cité en exemple, mais ça précisait bien que les critiques s'appliquaient à tous les modèles. Ça citait en particulier AMG parce que c'est celui qui est le plus utilisé à l'heure actuelle en France, en particulier pour le label bas carbone. Mais après,
on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent à l'heure actuelle. Il faut avoir vraiment conscience de ça. Et ceux qui disent le contraire, voilà, donc, se trompent. Euh, il y a eu même des recommandations d'aller vers ce qu'on appelle les approches tiers 1, donc c'est-à-dire utiliser des facteurs de temps carbone stocké par type de pratique, mais, euh, mais pour avoir participé à l'expertise nationale stocker du carbone dans les sols français et justement avoir coordonné une partie des travaux les couverts intermédiaires, je vous assure que en utilisant des facteurs d'émission pour les couverts intermédiaires, on peut faire des erreurs d'un facteur 10, là où avec un modèle comme AMG, peut-être qu'on peut faire des erreurs de 50%, 60%, mais ça ne sera jamais autant que d'utiliser des facteurs d'émission. Mm. Juste pour expliquer en un mot, une même pratique, un même type de couvert dans le sud-ouest de la France, les févroles, d'une parcelle à une autre, pouvait avoir un facteur 10 en termes de biomasse produite et de carbone stocké. Et en découle, si on utilise un facteur d'émission moyen pour les févroles dans le sud-ouest, donc d'emblée, on sait qu'il y a le risque de faire une erreur d'un facteur 5. Donc c'est colossal. Ouais. Ok. Et donc, du coup, ces modèles quand ils rentrent dans des... Enfin, en fait, la MRV, ça prend en compte forcément de la modélisation? Non, Non? on- Ah, on, d'accord, ok. euh, non, ça peut être. Donc, ce qui est généralement, enfin, ce qui va être autorisé au niveau européen, qui est souvent appliqué dans le cadre des projets de certification carbone de Verra ou d'autres organismes comme ça, c'est possibilité de faire soit de la mesure-remesure, Ouais. donc des prélèvements de sol, soit de la modélisation. Nous, on recommande de combiner les deux. J'en dirai peut-être juste un mois après. Mais il faut avoir conscience que euh, alors, et d'ailleurs, je vais le montrer, dans le projet Orcasa, on a fait un arbre de décision pour expliquer. Alors, il faudrait que je sorte ah, pour retrouver cette arbre de décision. En fait, il ne peut pas y avoir une solution unique applicable à tous les contextes. Ça, faut en être bien conscient. Donc, on a fabriqué un arbre de décision comme celui-là qui est très compliqué, que je ne sais pas commenter, mais, mais que vous pouvez par contre, aller consulter sur le site web d'Orcasa, là, dans les livrables, il y a le livrable du cookbook pour le MRV dans lequel il est présenté. On montre qu'en fonction des contextes de monitoring, donc inventaires nationaux, la PAC, marché volontaire du carbone avec les projets d'offsetting et setting, il y a différentes solutions qui peuvent être mises en œuvre. Parfois, c'est de la mesure-remesure, parfois, c'est des approches de modélisation tier 3 avec télédétection, parfois sans. Et en fait, en fonction de la donnée dont on dispose, en fonction de la taille des parcelles, en fonction de si un modèle a été calé ou non, et validé ou non sur ce type de sol, par exemple les sols volcaniques de la Réunion, ou du Pacifique, souvent, il n'y a pas de modèle adapté ou calibré, validé pour ces contextes-là. Donc, on ne peut pas se dire qu'il y a une solution unique. Il y a différentes solutions et en fonction du contexte et de la disponibilité des données, etc., c'est telle ou telle approche qu'il vaut mieux mettre en œuvre. Euh, Hmm. et donc, on peut faire du MRV sur la base de mesure-remesure. Moi, c'est pas ce que je recommande en priorité parce qu'il y a énormément de sources d'incertitude possibles. Le meilleur combo, c'est de faire de la mesure sol pour identifier les stocks initiaux et la répartition de la matière organique entre les différents pools de carbone stable, labile, carbone microbien, etc. Pour initialiser les modèles, comme on peut le faire avec AMG, et d'utiliser le modèle après pour Hmm. évaluer les tendances de variation du stock de carbone dans le sol. Et par contre, à nouveau, on revient sur de la mesure pour faire la vérification de ce que le modèle a prédit. C'est-à-dire, on fait sur un certain nombre de parcelles ou de petites zones au sein des parcelles une mesure, une remesure, et on compare avec les résultats du modèle pour corriger sa tendance ou pour, euh, pour infirmer éventuellement les quantifications qui ont été faites ou les confirmer. Et du coup, la mesure-remesure qui permet d'initialiser un modèle, ça se fait sur combien de temps?
L'idéal, c'est de faire une mesure juste avant ou au début du projet pour avoir une idée des stocks initiaux et de la répartition de ces stocks dans le cadre d'AMG entre carbone stable et carbone labile, avec une méthode d'analyse qui s'appelle Roqueval. C'est pas très très coûteux et ça permet par contre d'avoir des gains en précision qui sont très significatifs quand on fait le travail de modélisation. Euh, Malheureusement, pour les autres modèles, comme ROTC, etc., à l'heure actuelle, il n'y a pas de méthode analytique qui permette de définir la répartition du carbone entre les différents pools. Il n'y a que AMG pour le moment qui bénéficie de ça. C'est pour ça que moi, je le recommande. En tout cas, pour le contexte français, il est à la fois bien calibré, validé pour ce contexte, et puis il offre cette possibilité-là qui est un avantage non négligeable par rapport aux autres modèles. J'ai aucune action dans AMG, hein, mais c'est sur la base de nos analyses. Là, on va sortir un article justement bientôt sur les, euh, les- l'incer- les- l'impact que peuvent avoir les incertitudes sur les données d'entrée des modèles, sur les variations de stock. Et il est clair qu'avec un modèle comme AMG, on a un bon compromis entre, entre complexité, précision de l'évaluation et puis capacité de mise en œuvre opérationnelle. Il y a des modèles très sophistiqués de recherche qui décrivent les différents pools microbiens, etc. Mais c'est des modèles de recherche, quoi. On ne peut pas les mettre en œuvre de manière opérationnelle sur le terrain parce que il faudrait avoir une mesure du pool microbien tel machin. Enfin, aucun laboratoire d'analyse fournit ce genre de données dans un contexte opérationnel où ce serait extrêmement coûteux. Donc il y a en fait tout un tas de, de critères à prendre en considération quand on veut choisir tel ou tel modèle pour faire du MRV. Et donc ça, on l'a décrit dans le coup de Google Casa. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et il doit y avoir quelque part une vidéo aussi du- d'une conférence qu'on a organisée justement pour présenter les, euh, les conclusions de cette étude-là. Que je pourrais vous partager par la suite, si je ne remets pas la main tout de suite dessus. On va y aller. Hop, je prends copier le lien. Nous, dans le cadre de l'ILA Forceuil, on a rédigé un protocole donc d'échantillonnage des sols dans lequel il est mentionné qu'on allait compléter nos données avec le modèle Armosa. Donc, je ne sais pas si ça te parle et je ne sais pas si c'est un modèle qui Non, ressemble. Non? je ne Ok. connais pas, pardon, je ne connais pas. Ok. Euh, alors, ouais, peut-être tu peux en dire quelques mots. Euh, Honnêtement, moi, je saurais même pas te D'accord. dire quelles sont les entrées, quelles sont les sorties de ce modèle. Et en plus, c'est pas Ok. spécialement expliqué dans le protocole. Mais, D'accord. enfin voilà, je voulais avoir ton retour si tu connaissais ce modèle-là. Pas du tout. Non. Ok, ok, ok. Mais je me demande si c'est pas un modèle qui est un peu en cours de construction. Je sais pas si c'est quelque chose qui est très. Enfin, je pense que c'est un modèle qui est assez récent. Mais peut-être que je me trompe là. Honnêtement, je Je n'ai sais- pas spécialement d'infos. alors, je vois, il y a Elsa qui a levé la main. Oui, Peut-être Elsa, que ouais, tu voulais vas-y. réagir. Ouais, c'était pour une question, mais juste sur le modèle Armosa, c'est un modèle qui a été développé par une universitaire en Italie, je n'ai plus exactement le nom non plus. Mais effectivement, Roman, j'ai l'impression qu'il n'est pas finalisé ce modèle et qu'il est justement en phase de test dans le cadre de l'ILA Forsyth. Et pour répondre un petit peu sur les données d'entrée, donc il y a des données climatiques, il y a des données d'itinéraire technique qu'on va collecter au cours des agriculteurs. On a tout un set de données sur les pratiques à collecter. Et puis, il y a aussi des données de biomasse produite, enfin, toutes les entrées de carbone, en fait, voilà, qu'il va falloir collecter. Et justement, c'était un petit peu lié avec ma question. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui comme corrélation entre les mesures qui sont faites, donc initiales et finales, et ces modèles-là, enfin ces modélisations, est-ce que vous observez des corrélations qui sont fortes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement
de variables autour et d'incertitudes sur les données qu'on peut insérer dans ces modèles-là que voilà, j'ai du mal à me rendre compte de la finalité de tout ça. Très bonne question. Alors, pour avoir bien conscience, alors, euh, très peu d'études ont été menées pour évaluer dans un contexte opérationnel de MRV quelle était la précision ou la capacité des modèles à estimer des variations de stock de carbone dans le sol. Les seules études à l'heure actuelle publiées concernent des modèles aux États-Unis, notamment Decent, une évolution du modèle Century, avec des erreurs de 200%. Mais Decent, c'est un modèle écosystème qui n'est pas du tout conçu à la base pour faire du MRV. C'est un outil de recherche qui est utilisé pour faire les inventaires nationaux aux États-Unis, et pas que d'ailleurs. C'est un modèle écosystème qui est très complexe et qui nécessite beaucoup d'informations d'entrée. Mais un des gros défauts de Dyson, c'est que il n'a pas été conçu initialement pour être appliqué spatialement. Et donc, typiquement, et ça, c'est un gros problème pour la plupart des modèles couramment utilisés pour faire du MRV, notamment tous ceux qui sont utilisés aux États-Unis. Aucun de ces modèles-là est contraint par de l'observation satellite pour les corriger leur trajectoire en termes de quelle est la biomasse des cultures et des couverts intermédiaires qui est produite et du coup la quantité de carbone qui est restituée au sol. Ce qui fait qu'ils peuvent donner des résultats moyens à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un pays qui sont bons, mais si on s'intéresse à ce qui se passe au sein d'une parcelle ou dans une partie d'une parcelle, il y a beaucoup d'hétérogénéité intraparcellaire en termes de production de biomasse, restitution au sol, de processus sol. Si on ne prend pas ça en compte, en fait, ces modèles-là ne sont pas du tout adaptés et donc on se retrouve avec des erreurs colossales en termes de vérification des stocks ou d'évaluation des stocks, quand ils sont confrontés justement à de la mesure-remesure pour faire de la vérification. Je n'ai pas connaissance d'aucun modèle type AMG ou ROTSE, etc., modèle centré sol, qui a été évalué dans un contexte opérationnel. Il y a évidemment plein de publications sur des essais agronomiques, mais qui ne sont pas du tout représentatifs de ce qui se passe dans la réalité. Dans les essais agronomiques, on maîtrise bien toutes les informations sur la texture, les amendements organiques, la biomasse produite, etc., etc. Ce n'est pas du tout la même chose quand on est dans un contexte opérationnel. C'est pour ça que nous, on a insisté dans le cadre d'Orcasa, au niveau de ce consortium international, sur le fait qu'il fallait développer d'autres approches combinant observation satellite contre un modèle plante pour bien quantifier les biomasses et avoir une information plus précise sur la biomasse restituée au sol. Parce que, je pourrais vous montrer pas mal de résultats là-dessus. Hein. Si on ne fait pas ça, en fait, on se retrouve avec des incertitudes énormes sur les modélisations. Et malheureusement, même notre outil à nous, qui a été évalué pour le moment sur la base des flux de CO2 simulés, enfin observés, simulés, sur la base des biomasses, des rendements, on ne disposait pas de campagne de mesure-remesure du carbone du sol, nous permettant de l'évaluer dans un contexte opérationnel. Et là, on est en train de terminer justement la première campagne de mesure-remesure qui va nous permettre de réellement quantifier, qualifier ses performances sur le terrain, dans une parcelle sur laquelle on n'a jamais mis les pieds, avec le niveau de précision qu'on peut avoir de la part d'un agriculteur concernant ses pratiques. Euh, et, euh, et, mais à l'heure actuelle, c'est le mieux qu'on sait faire, dans tous les cas. Donc, voilà, il faut qu'on avance, il faut qu'on acquiert plus de données terrain pour pouvoir nous permettre d'évaluer ces outils-là dans un contexte opérationnel. Et nous, on a établi toute une stratégie à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, de développement de réseaux de mesure pour pouvoir faire l'évaluation de ces outils-là, leur amélioration et leur vérification dans un contexte opérationnel, se basant, je vois que Christine a levé la main, je finis juste en phrase. Ça combine en fait des réseaux européens ou internationaux de stations de flux. Ça combine
les réseaux nationaux de mesure, remesure de la qualité du sol, comme le RMQS en France, mais qui aujourd'hui ne disposent pas d'informations précises et continues sur les pratiques pour pouvoir être exploitables. On voit des variations de stock de carbone, mais on ne sait pas dire à quoi c'est dû, si c'est dû à des variations de biomasse ou si s'il y a des pratiques, et donc il faudrait ajouter ces informations-là à la mesure du carbone du sol qui est fait à l'heure actuelle. Et il faudrait s'appuyer sur des réseaux de parcelles dans des fermes expérimentales, par exemple, sur lesquelles on serait vraiment dans des situations réelles de monitoring. Et donc, voilà, dans le groupe d'Orcasa, là aussi, on a développé quelle serait la stratégie à mettre en œuvre pour pouvoir faire l'évaluation opérationnelle de ces outils-là. Christine, pardon, j'étais un peu long sur ma réponse. Donc, Christine, ouais, vous avez votre micro est coupé. J'ai l'impression que l'image est coupée. Ouais, ton micro est coupé, Christine. Mais j'ai l'impression que son image s'est figée. Alors, je ne sais pas Ouais. si elle a un problème de connexion. Et juste, du coup, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Tu parles de stratégie européenne. Si je me trompe pas, c'est un peu l'objectif du coup de la CRCF de établir ces objectifs-là. Alors, le CRCF, établit la méthodologie de monitoring, de vérification et de reporting. Et la DG Agri qui est en charge. Ah, Christine est revenue, j'ai Oui, l'impression. j'ai déconnecté. Donc, c'est fini. Ouais, du coup, la réponse est Romane. Mais la DG Agri et la DG Climat de la mission sont en demande d'éclairage ou d'expertise sur qu'est-ce qu'il faudrait faire ou sur quoi on pourrait s'appuyer pour pouvoir faire de l'évaluation, de l'amélioration de ces outils-là. Et donc, dans le cadre du projet Marvic, où je coordonne le volet modélisation, dans le cadre d'Orcasa, dans le cadre de quelques autres projets comme ça, on a établi, moi j'ai coordonné, j'ai fait une session, j'ai organisé une session à la conférence Earth Observation for MRV à Copenhague là, au mois d'octobre, dédiée justement à cette question-là. Quelle est la stratégie de, de monitoring à mettre en œuvre au niveau européen pour le CRCF, mais pas que. Et donc ça s'appuie voilà, sur un certain nombre de réseaux existants, sachant que très peu, à part les réseaux de stations de flux, mais il y en a très peu en Europe, conviennent pour pouvoir faire l'évaluation des outils de MRV dans un contexte opérationnel à l'heure actuelle. Oui, Christine, du coup. Oui, donc moi j'ai des petites questions. Est-ce que vous connaissez le modèle carbone fruits et légumes qui doit être un dérivé d'AMG, qui doit être travaillé par le CTFL avec des entrées spécifiques fruits et légumes? Ah non, je ne connaissais pas, mais ça m'intéresse beaucoup. Alors moi, je travaille vraiment dans le contexte de grande culture, D'accord. un petit peu sur les prairies, et ça m'intéresse beaucoup. Si vous pouvez m'envoyer ou mettre dans le chat là, une information à ce sujet, je trouve ça très intéressant. Alors moi Parce je suis pas que, directement, ouais, c'est pas moi directement, mais j'ai vu passer ça dans la biblio, ouais. d'accord. C'est en cours de travaux, bah, je vous enverrai à ça. Parce qu'en plus, moi je travaille en arboriculture et on a en plus un problème d'hétérogénéité des parcelles, puisqu'il y a des rangs, des interrangs. Donc ça complique un peu à la fois l'échantillonnage et les choix qu'on peut faire. Ah, Donc Alors, je sais pas si- ouais, alors dans le cadre du projet Marvic, on organise justement dans mi-mars là, un workshop, bon, ça sera plutôt en interne, mais pour développer justement le cadre méthodologique sur le système agroforestier. D'accord. Euh, et ça pourra certainement apporter voilà, des informations utiles à votre contexte à vous, parce qu'on a vraiment, Super. on a cette contrainte-là en fait, de devoir monitorer en fait, deux compartiments, quoi, la partie arbre puis la partie végétation au sol et sol. Et donc, on est en train de travailler, tout comme on l'a fait pour les grandes cultures, on va développer un cadre méthodologique et un arbre de décision pour pouvoir définir D'accord. quelles sont les bonnes méthodologies à mettre en œuvre. Est-ce que c'est de la mesure terrain? Est-ce que c'est du drone? Est-ce que combiné avec
avec de la modélisation ou du LIDAR, ou quelles sources de données de détection peuvent être utilisables, pour essayer d'éclairer un petit peu justement ces questions-là, parce qu'on se rend bien compte que c'est franchement le système le plus complexe pour lequel faire du monitoring, et qu'il y a des arbres et puis de la végétation en dessous. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'on peut, donc on va avoir un projet là en arboriculture avec un essai d'enrichissement en carbone avec différentes pratiques. Et est-ce qu'on peut rejoindre un réseau, nous on est prêt à donner nos informations à un réseau de monitoring pour alimenter une Oui, validation. oui, tout à fait. Je vous connecterai avec la personne du coup qui coordonne le volet développement MRV dans le cadre du projet Maravik, qui est Elena Lariche, qui est en Allemagne. Et dans le cadre du projet CAFAMOR, qui est un peu déjà la continuité de Maravik, là qui vise à aller vraiment vers du développement d'outils opérationnels, il y a, alors c'est une petite partie de ce projet, mais il y a un volet sur essayer de développer, améliorer les méthodes de MRV pour les systèmes agroforestiers ou présentant strate arborée. Et donc là, c'est des collègues d'Airbus à Toulouse qui travaillent sur ce volet-là. Donc je pourrais vous mettre en contact avec eux. D'accord, bah, je vais vous envoyer les infos sur carbone, fruits et légumes par mail. Je vais retrouver votre mail. Je pense que je le demanderai à Roman Je vais euh, pour échanger sur ce sujet. Merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, j'ai mis mon adresse mail dans le chat. Nicolas. Alors, simplement pour vous dire aussi que Xavier Salucci n'a pas pu nous rejoindre pour des questions purement techniques, donc on a convenu qu'on arrêtait là, mais donc il ne va pas pouvoir se joindre, c'est dommage. Moi, après, plus généralement, ce que je trouve intéressant, c'est ta vision, Eric, sur les besoins en innovation. Enfin, en tant que pôle de compétitivité, c'est aussi nous ce qu'on cherche, c'est quels sont les choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Et je resitue le call hein, que Roman, dont Roman se faisait l'écho. On commence potentiellement un TRL 4, donc on a quand même des choses qui sont très amont hein, potentiellement. Et moi, voilà, je voulais avoir ta vision. Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin de pousser? Qu'est-ce qu'on a besoin de soutenir? Quels sont les... Là, on parle sur toute techno, hein, finalement, mais est-ce qu'il y a des choses émergentes là qui paraissent intéressantes, même si on est encore une fois sur TRL4, c'est un TRL très amont, mais voilà. Alors, oui, on a clairement identifié quels étaient les besoins en termes de développement. Euh, euh, alors, c'est un peu différent en fonction du système qu'on veut étudier, si c'est grande culture, prairie, etc. Je vais me focaliser sur grande culture pour le moment. Ce qui nous manque avant tout, c'est de la donnée terrain pour pouvoir faire de la validation des biomasses estimées par satellite ou par satellite combiné avec un modèle de végétation. Euh, c'est complètement fou, mais en fait, il y a des réseaux de monitoring du sol, il y a des réseaux de stations de mesure de flux, il y a tout un tas de réseaux de mesure. Il n'y a aucun réseau de mesure de la biomasse ou des rendements. Et, euh, et donc, de la donnée rendement, on peut en trouver plein, mais c'est des données moyennes à la parcelle, ou généralement, c'est ce qu'on croit d'ailleurs, c'est plutôt des données moyennes à l'exploitation. Et en fait, nous, pour pouvoir développer des outils, enfin, nous, la communauté qui fait du MRV, pour pouvoir développer des outils de MRV précis, un des premiers problèmes qu'elle rencontre, c'est d'avoir une estimation précise de la biomasse qui rentre dans le sol. Et pour pouvoir le faire, il faut des données de biomasse acquises avec des protocoles particuliers qui sont représentatifs de l'échelle d'un pixel satellite. Voilà. Donc, on est en train de constituer dans le cadre à nouveau là, des projets Marvic, CAFAMOR au niveau européen, puis il y a des projets nationaux aussi, des collaborations avec INRAE à Rennes, et puis des entreprises, hein, même comme Maizy Farm, comme
Earth Day Labo, etc. Il y a tout un tas d'initiatives pour constituer des bases de données de ce type-là. Vu la diversité des cultures, des couverts, etc., c'est quelque chose qui va prendre quand même pas mal de temps. Donc, ça, c'est un premier frein, c'est qu'on puisse disposer d'une base de données et d'un réseau de monitoring de la biomasse et des rendements. L'autre, un autre des points, c'est beaucoup technique encore, c'est pour pouvoir développer des outils de MRV s'appuyant sur de la donnée satellite. Une des contraintes, c'est quand il y a des nuages, pendant une période prolongée, on n'a pas d'observation, donc ces outils-là ne sont pas bien contraints, et donc on a besoin de combiner de l'observation satellite optique avec de la donnée satellite radar, et donc là, on a besoin de travailler sur des méthodes qui permettent de combiner observation satellite optique et radar, et comment on assimile cette information dans les modèles. Donc, bon, là aussi, il y a des choses qui commencent. Et puis, sur la partie sol, on a besoin il y a deux choses en particulier. Travailler sur les méthodes de cartographie de la matière organique des sols euh, pour réduire les coûts. Alors, pas forcément pour faire de la mesure-remesure, mais pour avoir une information plus précise à donner en entrée des modèles qui vont simuler ensuite les variations de stock. Là, il y a différentes approches qui sont en cours de développement avec des approches qu'on appelle le gamma-ray, qu'on combine avec des prélèvements ponctuels. On travaille aussi à l'estimation de la teneur en matière organique des sols par satellite, mais ça donne l'information que sur la surface, pas sur le profil, donc c'est pas suffisant. Donc, il faut combiner différentes choses. Et puis, donc, travailler sur la cartographie des stocks de carbone dans les sols pour en réduire le coût et en augmenter la précision. Et dernier point, c'est justement, je parlais tout à l'heure d'AMG, du fait qu'on pouvait bénéficier avec AMG des analyses Rockeval qui permettent de quantifier les poules de carbone, le carbone entre les différentes poules plutôt, stable, labile, etc. Et ben, on aurait besoin de développer des choses similaires pour les autres modèles. Euh, Par exemple, pour le modèle REC, il y a des choses qui sont en cours, mais tant qu'on ne disposera pas de ces méthodes analytiques pour pouvoir caractériser l'état des poules de carbone dans le sol au début des travaux de monitoring, il y aura beaucoup, beaucoup d'incertitudes où ce sera extrêmement coûteux de mettre en place ces solutions basées sur la modélisation, parce qu'on sera obligé de faire des exercices de ce qu'on appelle le spin-off, l'initialisation des modèles, qui génèrent beaucoup d'incertitudes aussi et qui sont assez complexes à réaliser quand on n'est pas un spécialiste de la modélisation. Donc il y a plusieurs axes comme ça, et puis les réseaux de mesure, hein, voilà, je disais. Bon, il y a quelques autres points, hein, mais ça fait partie vraiment des gros sujets. Ouais. Bon, je poursuis ma question, mais du coup, si on parle de la cartographie, la matière, tu as parlé de la matière organique des sols, par exemple. Enfin, ça, c'est un vieux serpent de mer, soyons clairs, ça fait longtemps qu'on rêve de ça. Est-ce que tu as des pistes techno, de choses que tu aurais vues ailleurs et qui sont des technos prometteuses? Oui, ouais, il y a des, des instruments, des spectro-radiomètres qui sont embarqués sur des quads ou sur des machines agricoles qui permettent d'avoir une estimation en passant avec la machine comme ça dans la parcelle, de cartographier les propriétés de sol. Bon, ça reste encore assez coûteux, mais plusieurs le font, euh, combiné à quelques mesures de carottage, ça permet vraiment de fiabiliser la donnée. Mais c'est peut-être à la limite plus important d'avoir, en termes de précision sur l'estimation, d'avoir une estimation des poules de matière organique, où est-ce qu'ils sont situés, que du stock initial, parce que, bon, c'est un peu technique, mais si on veut juste quantifier des variations de stock, c'est pas important si on se trompe sur la valeur initiale du stock, contrairement à ce qu'on entend habituellement, parce qu'on compare deux scénarios, voilà, une ligne de base et une tendance.
si on est faux en valeur absolue sur l'un et l'autre, l'erreur s'annule quand on fait les calculs de delta. Donc, ce qui compte plus, ce qui va avoir plus d'impact sur la précision, c'est avoir une estimation plus précise sur la répartition du carbone entre les différentes poules que sur la quantification du stock initial. Voilà. C'est plutôt là qu'il faut faire porter l'effort. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. S'il y a des gens qui veulent intervenir, surtout n'hésitez pas. Mais enfin, moi, je trouve qu'il y a toujours un peu cette dualité. Là, moi, depuis, je suis un peu dans l'innovation autour de la pédologie. On a soit la méthode de labo qui est évidemment très précise, avec un standard et indiscutable, entre guillemets, mais qui est très ponctuelle, du coup, et un peu longue et éventuellement un peu coûteuse. Et puis on aimerait bien aller vers des méthodes de terrain mobiles, rapides, pas chères évidemment. Alors après, il y a des discussions sur la précision, mais au moins ça permet d'avoir aussi un rendu spatial, enfin un peu plus spatialement exhaustif que simplement une mesure ponctuelle. Donc on voit bien l'intérêt quelque part d'un système qui permettrait de diagnostiquer de façon en relatif quelque part, hein, un instant T, on couvre la parcelle, on voit, là il y en a un peu plus, un peu moins. Ça sûrement combinable avec des données spatiales satellites aussi pour étayer un peu la question de la spatialisation. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a sûrement pas une confrontation de deux méthodes, mais une complémentarité à trouver, en tout cas, d'approche. Totalement. Alors, je voulais illustrer ça par une diapo, mais je ne la retrouve pas. Si je sais où je sais où je vais la retrouver. En fait, c'est exactement ça. Il faut jouer au mieux sur la complémentarité entre les approches mesure terrain et modélisation. Ouais, voilà, je pense que j'ai retrouvé la diapo que je voulais vous montrer. C'est en train de s'ouvrir. En fait, comme le coût de la mesure terrain est très élevé, il faut des solutions qui nous guident sur l'échantillonnage à mettre en œuvre pour réduire le coût. Alors voilà, si je partage maintenant, je partage l'écran entier. Voilà. Voilà, ça, c'est une diapo qui permet d'illustrer ça. La figure à gauche qu'elle montre, c'est une estimation des variations du stock de carbone dans le sol sur une année à l'échelle d'une ferme qui est située dans le Gers, c'est la ferme de Villeneuve qui appartient au PDG Nathalis. On voit sur cette exploitation-là, il y a des parcelles en jaune orangé qui étaient en blé, qui sont proches de l'équilibre, qui ont cette année-là légèrement tendance à déstocker du carbone. Et puis, il y a des parcelles en plutôt verdâtre, qui étaient des parcelles en maïs précédées d'un couvert intermédiaire, qui sont en vert, donc qui ont tendance à stocker du carbone. Mais on voit qu'au sein d'une même parcelle, on peut avoir des zones jaunes et même oranges et des zones vert clair et vert foncé. Ça veut dire que ça montre que au sein d'une même parcelle, la même année, on peut avoir des zones qui déstockent et des zones qui stockent du carbone. Et quand on a une vision comme ça de la variabilité spatiale au fil des années, de où ça stocke et où ça déstocke du carbone au sein d'une parcelle et entre les différentes parcelles, eh bien, ça permet d'établir un plan d'échantillonnage optimal pour faire la mesure de l'évolution des stocks ou pour mettre en place un protocole de vérification de ce que le modèle a prédit en termes de stockage et déstockage. Et donc, nous, on travaille voilà, dans le cadre du projet Marvic en particulier, beaucoup à, à, à définir la meilleure combinaison, la meilleure stratégie pour combiner mesures in situ et modélisation pilotée par l'imagerie satellite pour être plus précis en termes de mesures par mesure, mais aussi pour réduire considérablement les coûts en termes de vérification en ciblant bien les variabilités de stockage et de déstockage qui permet d'avoir donc à la fois une quantification représentative de ce qui se passe à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation ou du projet de carbon farming qui implique plusieurs exploitations et tout en réduisant au strict minimum les coûts en termes d'analyse parce qu'on
on peut choisir vraiment le bon nombre minimum d'échantillonnage à faire pour bien représenter la variabilité, la distribution des dynamiques de stockage et de déstockage à ces différentes échelles. C'est vers ça qu'il faut vraiment aller, quoi, dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup, Eric. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions brûlantes de fin de session? Elsa, vas-y. C'est pas une question, mais c'est juste, je trouve ça, ça trop bien ce petit webinaire-là et aussi par rapport à ce qu'on est en train de faire sur le projet Lila for Sol. Enfin, on est dans le vrai, là, dans les questions qu'on se pose actuellement. On est vraiment en train de réfléchir à notre stratégie là pour faire donc des pesées de biomasse cette année sur couvert d'interculture et culture principale également. La question des plantes pérennes aussi, comment est-ce qu'on mesure les restitutions en bois, en feuillage, etc. Ouais. Donc voilà, on n'a pas toutes les réponses encore, mais en tout cas, c'est rassurant pour notre démarche et il y a pas mal d'agriculteurs aussi autour de la table aujourd'hui, donc c'est cool de voir qu'on va dans le bon sens et on va aussi contribuer à cette démarche qui nous dépasse donc à l'échelle européenne. On va apporter des vraies données et c'est important et c'est ce qui manque, donc c'est cool. C'est super en tout cas que le projet puisse servir un peu de laboratoire pour tester ces approches-là sur le terrain. Et sachez que vraiment, vous inscrivez dans une démarche qui est internationale et qui va dans ce sens-là de combiner ces différentes approches, terrain, modélisation, télédétection. Il y a consensus maintenant à ce niveau-là. Là où il y a quelques années, il y a peu d'années encore, hein, on disait certainement le mieux à mettre en œuvre, c'est uniquement de la mesure-remesure. Là, maintenant, il y a consensus sur la direction vers laquelle il faut aller et qui combine ces différentes approches, mesure, modélisation, télédétection. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé dans le cadre du CRCF. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces échanges. Finalement, tu as été le seul expert autour de la table, mais ça a été largement suffisant. Donc, merci vraiment pour ton temps et ton Avec plaisir. expertise. Avec plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin à nouveau, je suis là. Oui, Pas de loin. toute façon, tu suis quand même le projet Lila for Soil d'un œil de temps en temps. Donc, Tout à fait. on t'a sous la main si on a besoin de questions. Tout à fait, je suis là pour ça. C'est Merci très beaucoup gentil à en tout tous. cas. Merci Merci à beaucoup. tous d'avoir participé. Merci, bonne journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.